bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète, épisode de jeudi où j'ai mon compère Olivier qui m'accompagne comme toujours. Salut Olivier. Hello Hermano. Et nous avons notre invité de la semaine, Lilian Dauzat, aventurier, entrepreneur aventurier, papa, époux et qui a traversé la France en mode triathlon. Alors Lilian, justement, on a parlé du lancement de ton défi traversée de la France en triathlon hier. Aujourd'hui, eh bien, on devait un peu plus aborder la partie logistique de la préparation justement. Alors je reprends la question d'Olivier d'hier. Est-ce que tu avais prévu une logistique particulière ? Est-ce que tu partais seul, accompagné ? Comment est-ce que tu avais prévu ce défi ? Alors l'idée de ce défi, c'était vraiment de le faire solo et le plus possible en autonomie. Je voulais vraiment ne pas avoir de temps à respecter, de points de rendez-vous à tenir, de choses comme ça. Je voulais vraiment être autonome et pouvoir me dire si ce soir j'ai envie d'aller plus loin, je vais plus loin, si je veux m'arrêter, je m'arrête. Donc c'est ce qui m'a conduit entre autres à ne pas utiliser l'ordre traditionnel du triathlon, mais de plutôt commencer par le vélo, d'enchaîner sur la course à pied et de terminer par la nage, puisque moi j'habite à Aix-en-Provence. Nice, c'est pas très loin. Donc concrètement, ma femme pouvait me retrouver pas loin de chez nous, mettre le kayak à l'eau pour assurer ma sécurité pendant que je faisais la nage, et elle pouvait également venir à Gap, là où j'ai terminé la section vélo, pour récupérer mon vélo et me passer mes affaires de course. Mais en dehors de ces échanges, j'étais tout le temps tout seul, donc à part sur la natation, où là pour un vrai sujet de sécurité, il fallait que je sois accompagné d'un bateau, parce qu'entre Nice et Menton, tu as Monaco, avec pas mal de yachts, plein de choses qui font du bruit et qui se contrefoutent, je pense, d'un petit bonnet de bain qui passe au milieu. Et donc, dans cette idée d'autonomie, sur mon vélo, j'avais mes sacoches avec de quoi dormir, de quoi réparer, de quoi manger. Et quand je courais, j'avais aussi le strict minimum pour pouvoir dormir, donc un tapis de sol et un petit duvet, et puis quand même un peu d'eau et un peu de nourriture pour la journée. Alors c'est une autonomie toute relative, puisque cette aventure, elle se fait en France, et donc en France, t'as quand même des boulangeries et des supérettes un peu partout, donc tu peux te ravitailler assez facilement, mais il y a des coins, entre Gap et Nice, c'est pas si facile que ça, hein. C'est quand même assez désert, et donc voilà, ça rajoutait aussi une contrainte, mais moi je vois plutôt l'aventure comme ça. Oui, je vais pas chercher un chrono, mais par contre je vis le truc comme je l'entends, et je suis autosuffisant sur la traversée. Qui fait déjà une différence avec mon défi à moi que je prévois pour l'année prochaine, où là pour le coup je serai accompagné avec des étapes tous les soirs qui seront déjà fixées. On ne joue pas dans la même cour. Toi, t'es vraiment l'aventurier, quoi. Tu pars à l'aventure seul. Donc, au niveau logistique, finalement, ça a été en soi assez simple à organiser. Tu sais d'où tu pars, tu sais où tu arrives. Tu te permets de dormir un peu à la belle étoile, comme tu veux. On n'a pas parlé du temps qu'a pris ton défi. Alors, tu nous as dit pour les 22 km de natation, tu entrevoyais entre 1 et 3 jours. Combien de temps ça t'a pris entre le départ en vélo de Bretagne et l'arrivée à Nice ? Eh bien, écoute, en tout, ça a mis 15 jours. Alors, donc si je refais le calcul dans ma tête, donc je sais que j'ai mis une journée de natation, j'ai mis 5 jours pour la course à pied, ce qui veut dire que j'ai mis 9 jours sur la partie vélo. Et clairement, c'est là où c'est largement optimisable, c'est sur le vélo et la course à pied, je pense, dans une certaine mesure, puisque en course, je faisais l'équivalent d'un marathon par jour, mais avec presque 2000 mètres de dénivelé, et un sac à dos. Ouais, et c'est ce que j'allais te demander, au niveau course à pied, comment est-ce que tu trimballais ton matériel ? C'était dans un sac à dos ? Ouais, petit sac à dos qui faisait entre 6 et 8 kilos, je pense, suivant les jours et sur le moment de la journée. Ce qui paraît pas grand-chose quand tu le mets le matin et que tu pars te balader avec tes enfants, mais quand tu dois courir avec, c'est vraiment très très compliqué, quoi. Ça fait vite mal, c'est pénible à porter, que ce soit dans les montées, dans les descentes, peu importe, mais bon, t'as pas le choix, c'est avec ça que tu dors et que tu manges, donc il fallait que je l'ai. Donc au niveau de la logistique, finalement, c'était relativement
relativement basique. Pas grand-chose en vélo, si ce n'est 2 sacoches remplies de matériel et puis un duvet et une petite tente quand même. Non, pas de tente, parce que pas besoin. Enfin, moi j'avais estimé que j'avais pas besoin, et l'année suivante, quand j'ai fait le Tour de France à vélo non plus. Quand on part au printemps, bon, t'es à peu près certain qu'il va faire plutôt beau, et puis tu peux toujours trouver un abribus, un endroit où te mettre à l'abri si jamais. Et puis si vraiment c'est la cata, tu peux toujours prendre un hôtel quelque part, c'est possible aussi. Ouais. Vélo, le strict minimum. Course à pied, déjà tu nous as dit en introduction que tu avais repris la course à pied en mode minimaliste, donc là c'était minimaliste jusqu'au bout. Et puis la natation, tu nous expliquais en off qu'il y avait une raison à cette pilosité faciale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Bien sûr, j'ai la chance d'avoir une pilosité au niveau de la barbe assez fournie, et j'avoue que quand j'ai vu la mode, peut-être préciser pour nos auditeurs, c'est vrai que Liliane a une barbe, elle fait combien de centimètres ta barbe? Je sais pas, j'ai pas mesuré, mais bon, on voit plus le coup depuis longtemps. Elle est assez impressionnante quand même. Elle arrive peut-être pas jusqu'au téton, mais non, mais elle descend pas mal quand même. Mes filles arrivent à faire des tresses avec, donc ouais, c'est une bonne barbe. Ouais. Une bonne barbe. et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié que la mode passe au hipster il y a quelques années. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me laisser pousser la barbe tranquillement. Et en fait, pour faire une toute petite aparté, je me suis laissé pousser la barbe. J'ai toujours eu un petit peu de barbe quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai très jeune été chef d'entreprise, et je voyais bien que ça posait problème dans le monde professionnel. Et donc, j'ai toujours essayé de me vieillir un peu. Et donc, la barbe faisait partie des choses que je gardais pour ça. Et donc, et quand on est parti donc 1 an en voyage à vélo, clairement j'ai rien entretenu, j'ai laissé pousser. Et quand j'ai monté ce projet de triathlon, j'ai eu comme écho que un des problèmes de la natation en mer, c'était les méduses. Et que donc sur 20-22 kilomètres en Méditerranée au mois de mai-juin, il y avait de fortes chances qu'il y en ait. Et donc autant le corps est protégé par une combinaison, autant au niveau du visage, il n'y a pas grand-chose. Et donc je me suis dit, garde la barbe, continue de la faire pousser, et ça fera une protection contre les méduses. Et finalement, ça a assez bien marché, puisque la seule brûlure de méduse que j'ai prise, c'était dans le cou. Donc effectivement, là, j'ai pas de poils, et là, je me suis pris une méduse. Donc t'avais pas laissé pousser les cheveux Non. Pendant tu sais pour la prochaine fois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais depuis, t'es arrivé, donc explique-nous pourquoi t'as gardé la barbe. Ça, c'était juste pour le fun, parce que finalement... Je suis sentimental. Ah, c'est sentimental. Ça te rappelle cette vraie première expérience en solo. Exactement. C'est un peu comme une médaille, finalement. C'est ça. C'est un peu comme... tu sais, il y en a, ils vont avoir un bracelet ou une médaille qui transporte partout. Tatouage, Voilà, là, c'est la barbe. Excellent. Peut-être avant de finir l'épisode d'aujourd'hui, moi, je me pose quand même la question de savoir qu'est-ce qu'une telle épreuve, un tel défi a bien pu t'apporter. On a compris un petit peu ce qu'il y avait en amont, ce qui t'a amené vers ce défi. Moi, j'aimerais comprendre maintenant ce que, une fois que j'allais dire poser le vélo, non, une fois que t'as posé le néo, une fois que t'as laissé la combinaison par terre, qu'est-ce que tu as ressenti, et quelques années après encore, qu'est-ce que tu ressens encore, qu'est-ce que ça t'a appris dans ta vie quotidienne, dans ta vie de père, dans ta vie d'entrepreneur? La liste est longue. Je pense que le podcast sera trop court pour toutes les énumérer. Mais clairement, ce que ça m'a appris, c'est que c'était possible. L'idée de moi tout seul, dans une discipline que je ne connais pas, dans un temps qui est plus que limité, c'est possible. Si je réfléchis bien, si je parle aux bonnes personnes et que je me prépare bien, que je mets l'énergie qu'il faut, j'arriverai à aller au bout. Ça m'a permis aussi de comprendre un peu plus les différences entre les peurs que tu vas avoir de manière très très spontanée quand tu penses à un projet, et l'identification des réels dangers, des vrais risques, et de comment tu t'y prépares. Ça m'a aussi aidé, alors de manière plus on va dire concrète, et d'un point de vue logistique, ça m'a aidé pour les aventures suivantes, quand je vais voir un sponsor ou quelqu'un à qui je demande de l'aide, j'ai déjà fait ça quelque part. On me croit un petit peu plus quand je dis tiens, je vais faire le tour de France à vélo en 20 jours par exemple. Et donc ça se cumule. Donc il y a cette part d'expérience sur tous les aspects, physique, mental, etc. Sur la partie mentale, ça m'a beaucoup apporté. Je crois que j'avais
toujours... je pense que j'avais toujours utilisé sans le savoir tout un tas d'outils de préparation mentale, d'outils presque d'auto-hypnose, et que là en fait j'ai vraiment touché du doigt et que je me suis vu utiliser, et donc j'ai continué d'utiliser par la suite. Donc ouais, ça a apporté pas mal de choses quand même. Et après bon, plein d'autres choses à la fois beaucoup plus personnelles. Et puis après oui, des choses comme montrer aussi à mes filles que oui c'est possible, pas juste pour moi, pas me le montrer qu'à moi, mais leur montrer à elles aussi que si à un moment il y a un truc qui leur donne envie, et elles peuvent se lancer dans le challenge. Bon alors ça Olivier, c'est un truc que tu peux pas comprendre. Ça c'est juste pour les plus vieux comme nous, tu vois, les papas. Toi t'es encore un gamin, tu viens à peine de sortir de l'œuf, donc tu peux pas comprendre, mais effectivement Lilian, je comprends très bien ce que tu veux dire, cette envie, voire même parfois ce besoin irrépressible de transmettre et de montrer, alors pas forcément le bon exemple, mais de montrer que c'est possible si on s'y accroche, si on a envie d'aller vers quelque chose et qu'on s'y tient, et c'est possible. Ouais, exactement. Et puis tu vois, moi j'ai beaucoup aimé la préparation de ce triathlon parce que justement il m'a permis de me confronter à des triathlètes. Et je me considérais pas triathlète et je me considère toujours pas triathlète parce que je pense que dans le triathlon il y a une vraie recherche de cette performance, de ce chrono qui moi n'était pas du tout un de mes objectifs. Et quand j'en parle à mes filles encore aujourd'hui, je leur rappelle, je leur dis voilà, moi les premières fois où j'ai mis les pieds à la piscine sur le créneau des triathlètes à 6h le matin et qu'on me demandait de mettre un bonnet de bain alors que j'avais une barbe déjà qui me dépassait le cou et des poils partout et que tout le monde me regardait en mode mais qu'est-ce que tu fais là toi avec tes poils, enfin vraiment je sentais le poids des regards sur moi, quoi. Et quand j'osais dire ce que je préparais, je lisais dans le regard mais mon pauvre, mais tu n'y arriveras pas. et donc ça j'aime me le rappeler et leur rappeler en disant voilà, chacun réfléchit avec son mode de pensée et je comprends en fait leur réflexion, je comprends tout à fait ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ont pu me dire, mais voilà, moi j'aime leur montrer que si on arrive à changer de point de vue, on peut rendre possible des choses qui d'un autre point de vue paraissent impossibles. Écoute, je pense que c'est une très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui, mais pour en rajouter une couche, l'essence même de ce podcast, c'est de vous donner les clés, chères auditrices, chers auditeurs, sur comment devenir triathlète. Là, Lilian, tu nous as prouvé que on pouvait devenir triathlète sans forcément faire la course à la performance chronométrique, pour ainsi dire. Et puis, peut-être qu'on reviendra demain sur justement, est-ce que tu vas vraiment ne plus jamais être triathlète? C'est toi qui le dis, il faut jamais dire jamais, c'est vrai, t'as raison. Mais je ne pense pas, mais on ne sait pas. Bon, écoute, on se reparle demain pour la suite de tes aventures, et c'est le cas de le dire. Parfait, à demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.